Personne. Voilà. Bonsoir à tous. Bien, bonsoir à tous, bonsoir André, bonsoir Denise et tous ceux qui nous écoutent dans la diffusion et la rediffusion, puisque ce second webinaire des rencontres de l'autonomie alimentaire elle va être diffusé sur la chaîne YouTube de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, ainsi que sur le site autonomiealimentaire.info. Donc à l'action 15, l'action 15 de la feuille de route des 21 actions du guide pratique en route pour l'autonomie alimentaire. Donc l'action 15, c'est le lien entre les producteurs et les mangeurs. Donc ce soir, dans ce lien producteur-mangeur, nous abordons les AMAP au cœur de la résilience. Et donc, comme invité ce soir, la MAP Les Olivades avec... François, une minute. Marie, bonjour Marie, bonsoir oui. Marie. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez désactiver le son parce que ça fait un retour? Merci. D'accord. Voilà, donc ce soir, c'est Sabine qui va animer la présentation. Nous allons dérouler la séance en 3 parties. Il y aura un exposé. Première partie, donc exposé des intervenants. Dans une deuxième partie très brève, Sabine présentera les outils mis à disposition par l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, notamment sur la thématique lien entre producteurs et mangeurs. Et dans la troisième partie, je prends au fur et à mesure les questions des internautes sur le chat et nous les reposerons aux invités. Et on fera un échange, un débat, questions-réponses pour la troisième partie. Alors voilà, Sabine, on accueille Rémi de Nouvelle-Calédonie. Et donc, Sabine, c'est toi qui as la parole. Bien. Bon, bonjour Rémi. C'est le veto, Rémi, pour assister. Tu n'entends pas? Tu n'entends pas. Nous, on ne t'entend pas. Alors, comment ça marche? Le son de Rémi, voilà, il est coupé. Voilà. C'est bien qu'il soit coupé comme ça. Merci. Voilà. Alors, donc, je vais passer à la diapo suivante du diaporama. Voilà. Sur la feuille de route, donc, qui figure sur notre livre En route pour l'autonomie alimentaire, nous avons serié une série d'actions. Et là, ce soir, nous allons aborder l'action 15 qui se nomme « Lien entre producteurs et mangeurs ». Pourquoi on a nommé ça comme ça? Parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte qu'au fil du temps, insidieusement, les liens ont été coupés entre les producteurs et les mangeurs, entre les producteurs et ce qu'ils produisaient, entre les mangeurs et ce qu'ils mangeaient. Et le lien aussi à la terre a été aussi coupé. Donc, ces liens ont été coupés en plusieurs endroits. Et donc, il s'agit de les rétablir et de reprendre conscience que ça a été fait progressivement et insidieusement et que nous avons pris des habitudes qui sont pas forcément très bonnes pour notre santé, pour la santé de la terre. Et aussi pour la viabilité de l'activité des gens qui nous nourrissent. Donc, ce soir, on aborde un exemple le plus performant qui rétablit le lien entre producteurs et mangeurs, qui sont les AMAP, donc les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc, nous avons invité donc deux producteurs qui sont en AMAP. Donc, c'est Denise Vuillon qui est là avec son mari qui malheureusement devait être là et a été appelé ailleurs. Et là, il est dans l'avion, il doit rentrer, mais il a été retardé. Et donc, il se trouve à Olioul, commune que je connais bien puisque j'y ai habité pendant un certain nombre d'années. Et André Trive qui se trouve à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, non loin de Perpignan. Et donc, Denise va nous présenter avec beaucoup de talent parce qu'elle connaît parfaitement son sujet, elle est à la base
hein, de l'introduction des AMAP en France. Et elle va nous raconter tout ce parcours et la persévérance qui est nécessaire pour se maintenir dans une agglomération, c'est l'agglomération toulonnaise, pour produire des légumes et nourrir les gens. Et André aussi, ensuite, nous présentera tout ça, son travail. Merci Denise, ben, à toi. Merci, merci beaucoup de continuer sur ce sujet, un peu à prendre le relais de tout ce qu'on a été un petit peu seul à commencer. Mais bon, très très vite, on a été nombreux. Et voilà, je remercie parce que ça fait 21 ans maintenant, 22 ans maintenant. Et c'est le deuxième invité. Voilà, c'est la preuve que c'est quelque chose qui convient, qui est durable, qui a du sens et qui maintient l'agriculture paysanne. Et donc, on peut rejoindre aussi le thème de votre sujet, l'autonomie alimentaire. Voilà, donc avec Daniel, on a découvert un peu par hasard quand même, hein, aux États-Unis, quand on était chez notre fille, on a découvert ce système et il nous a vraiment impressionnés. En une semaine, on s'est débrouillé pour le visiter, le système, autant chez le producteur, autant la distribution, donc en CSA, Community Supported Agriculture. Et donc, on est parti avec ça dans nos têtes et dans nos tiroirs parce que tous les jours, notre fille qui vivait aux États-Unis, donc, elle nous a tout traduit, évidemment, parce que c'était pas… Enfin, on a très bien compris, on s'entendait très bien, on comprenait, moi qui ne parlais pas du tout couramment, je comprends un peu, mais je ne parlais pas couramment. Et ça a été très intéressant de voir comme on a très vite partagé cette action. Donc, le lendemain, c'était une Américaine qui était consommatrice, donc mangeuse, qui nous a le lendemain apporté, le lendemain de notre rencontre, elle nous a apporté un contrat qui est toujours, hein, qu'on a évidemment adapté à notre fonctionnement, mais qui est vraiment, qu'on a respecté parce qu'il était très, très bien fait. Et donc, pendant un an, notre fille nous a traduit, on a bien approfondi le système. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il était né, elle s'est renseignée par Internet et elle a trouvé que c'était né au Japon. Donc, vous voyez, vous avez sur la gauche de la première photo, le premier producteur en Teikei, c'est Monsieur Oshi, avec sa consommatrice, Madame Ishii, qui est à côté. Et non, Madame Ishii est au fond. Elle est en bout de table. C'est intéressant parce qu'en 2003, ils nous sont venus nous visiter. Puis après, nous les avons revus au Japon. Et voilà, on a quand même été bien informés. On a bien eu le fonctionnement de leur système qui est toujours aussi, qui se développe et qui est toujours en fonctionnement, le Teikei donc. Mais aujourd'hui, c'est très important, les consommateurs qui fonctionnent dans ce système de partenariat, un peu amélioré, disons que ce sont d'énormes coopératives de consommateurs, mais le lien avec le producteur est toujours. Il y a même des villages entiers créés où les habitants, c'est 25 producteurs et qui font travailler une belle coopérative de consommateurs. Donc, ça fonctionne toujours, voilà. Au Japon. Donc. Voilà, partant de là, nous, on a été contents de savoir que que c'était né grâce aux mamans qui commençaient à avoir les problèmes d'insécurité alimentaire par la toxicité des produits. Et voilà, c'est elles qui ont vraiment inventé, les mamans japonaises, elles sont allées voir les producteurs, elles disent on va vous payer avant pour que vous nous fassiez votre produit, vraiment comme vous avez l'habitude, parce que c'est sûr, c'est comme nous, avant les pesticides, on était aussi en agriculture biologique, du temps du père de Daniel, disons. Voilà, donc
je pense que c'est 60 ou 70, les années 60. Enfin, vous avez eu peut-être de meilleures sources que moi. Mais effectivement, voilà, c'est donc né après les premières crises d'insécurité, dont la maladie de Minamata, qui a fait quelques victimes d'ailleurs. Voilà, donc après, ça s'est développé à partir de ces années-là. Donc, ce serait un aviateur américain qui l'aurait transporté en passant par l'Allemagne d'abord, mais ça ne s'est pas vraiment développé en Allemagne. Par contre, voilà, ils ont commencé à le développer à partir de 86, de 1986 aux États-Unis. Et quand on y était, nous, en 2000, en 99-2000, donc on était entre la fin de l'année 99 et début d'année 2000, il y en avait 1600 CSA. Mais ça s'est beaucoup développé. On a un peu contribué, on a valorisé quelque part, on a valorisé à l'international ce système aux États-Unis qui s'est beaucoup développé à partir du fait que les AMAP, elles ont informé sur le système. Et puis, les Américains ont bien aimé, les CSC donc ont bien aimé notre façon de transmettre la map. Hein. Bon, c'est pareil, aujourd'hui, ils font un accompagnement producteur comme on a fait nous au début pour assurer les bases fondamentales de la map. On a accompagné vraiment une action de producteur à producteur. Et c'est ce qu'ils ont récupéré, les Américains, pour aussi bien avoir des bonnes bases, parce qu'effectivement, il y avait toutes sortes de CSC, un peu commerce, on dira, alors que vraiment les bases sont complètement comme les AMAP, hein, partenariat producteur-consommateur. Et pour beaucoup, le seul revenu du producteur est celui qui vient de ce partenariat, de l'engagement des consommateurs. Voilà, donc on les a rencontrés, on a beaucoup de liens. Le Québec aussi, on a rencontré les animateurs de réseaux, comment ça s'appelle déjà? ASC, oui, Association soutenue par le consommateur. Voilà. Et ça continue. Je ne sais pas trop où ça en est aujourd'hui. Donc, en 2001, on attendait en fait que des consommateurs nous le demandent. C'est important que cette action parte d'une demande du consommateur. C'était difficile. Moi, je tenais mon point de vente, ça c'était la 14e année, mon point de vente direct, et je ne me voyais pas transformer mon fonctionnement en disant aux gens, voilà, vous allez maintenant vous engager, nous payer à l'avance. C'était vraiment pas possible. On a attendu et c'est arrivé au mois de janvier 2001, c'est arrivé, des consommateurs d'une association ATTAC, hein, d'Aubagne, qui là aussi un peu inquiets du contenu de l'assiette. C'était en plein pic de la vache folle, donc. Puis, il y avait plein de crises d'insécurité alimentaire, hein, les croûtes de fromage avec la listeria, le poulet à la dioxine, enfin, tout ce qui est un peu sur les fiches. Et donc, ces consommateurs, on avait un ami à nous qui était agriculteur et qui était membre de cette association à Aubagne et qui leur a dit, OK, on va faire… Il faisait des soirées attaques et une de ces soirées, le thème, c'était la malbouffe, en référence un peu à José Bové. C'est lui qui avait lancé ce mot-là, cette réflexion de la malbouffe. Et donc, voilà, on a été invités et on a enfin pu présenter notre concept qu'on avait complètement étudié, mais aucune pratique, évidemment. Donc, on a exposé, voilà, comment ça s'était passé. Et eux nous avaient vraiment dit qu'ils étaient inquiets hein, par la façon par l'insécurité alimentaire, surtout dans l'agriculture conventionnelle, bien sûr. Mais eux, ils ne faisaient pas la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Voilà, au fur et à mesure des insécurités alimentaires, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à voir dans la pratique de l'agriculture.
Et nous, on a dit qu'on était vraiment, on avait gardé notre pratique agricole. Daniel avait pris la suite de son père. Daniel était bien sûr, quand il recevait un technicien, il acceptait ce qui était moderne. On disait toute la technique était moderne, c'était le progrès. Donc, mais il avait quand même, par exemple, on n'était pas en bio, mais il n'avait jamais utilisé d'engrais chimiques de synthèse. Il avait toujours utilisé un engrais biologique, naturel. Et donc, il commençait à comprendre qu'il y avait vraiment des orientations à ne pas forcément suivre. Ça tenait aussi à nos structures étaient petites, hein, les petites fermes maraîchères autour des villes n'étaient pas complètement rentrées dans la transformation de l'agriculture, des grandes cultures, du gros machinisme. Donc, notre petite structure nous avait permis vraiment de nous rapprocher. En plus, le point de vente direct, on était prêt, hein, à faire quelque chose avec les consommateurs. On était vraiment prêt. Et on leur a dit, donc au cours de cette réunion du 31 janvier, on leur a dit, on a une pratique qui correspondrait vraiment à ce que vous voulez manger, quoi. On peut résoudre le problème de la crise alimentaire. Par contre, on les a informés de la crise de l'agriculture. Ils n'étaient pas forcément au courant. Et on leur a dit que, que pour continuer à les nourrir sainement, il fallait qu'ils nous soutiennent et qu'on connaissait un système qui pouvait fonctionner et nous permettre de nous maintenir. Et alors là, ça a vraiment fait tilt. Certains, voilà, ne nous ont pas quittés à partir du 31 janvier. Certains retraités sont venus sur place. Il y a 45 kilomètres qui nous séparent, mais ils sont venus passer des journées avec nous. On leur a montré tout ce qu'on avait. On leur a montré les bases aussi, que c'était vraiment un système basé sur la solidarité. Et voilà, le premier mot, c'est la relation de confiance. Il ne peut pas y avoir d'AMAP, il ne peut pas y avoir de CSC, il ne peut pas y avoir de TAICAID s'il n'y a pas cette base de confiance. Donc, partant de là, on a commencé à créer notre lien avec nos consommateurs. C'est là qu'on a été dans la transparence, évidemment, et qu'on leur a tout expliqué, et ça leur a vraiment, on a insisté, on les a informés aussi sur ce qu'ils n'imaginaient pas, cette nouvelle agriculture qui, nous, on avait vraiment, c'était la frayeur, hein, quand on est agriculteur, qu'on voit cette évolution, on leur a dit, on est prêt vraiment à continuer à travailler, mais il faut que vous compreniez qu'on a vraiment besoin de vous parce qu'on était complètement abandonnés. Hein. Les petits agriculteurs, on a fait part de cette disparition, hein, suite au recensement agricole de l'année 2000 d'ailleurs. Voilà, ils ont compris et ça les a vraiment intéressés. Donc, ils ont accepté. Et voilà, on a fait un peu le tour de tous les bons côtés, hein, de ce partenariat. Donc, nous, ça pouvait nous maintenir. Par rapport à notre travail, on était quand même un peu… Enfin, le mot paysan était presque une insulte, hein, encore à l'époque, en 2000. Donc, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu beaucoup de mal après à développer parce que les paysans étaient vraiment très brimés, quoi. Ils n'osaient jamais se mettre en avant. Ils étaient pas honteux, mais presque. Puis sans compter ceux qui tentaient, enfin, se suicider, hein, quoi, carrément. Hein, ça, on avait beaucoup d'exemples. Voilà, on a informé les consommateurs là-dessus et ils ont vraiment été très formidables. Et voilà, ils se sont vraiment soudés entre eux, qui prenaient la charge de l'information, la communication, qui prenaient le lien avec le producteur. Et puis, on a mis en place, donc, à partir de toutes ce que ça représentait comme avantage de rentrer en AMAP, pour eux comme pour nous,
2 mois après, 3 mois après, le 17 avril, on a vraiment, si vous voulez faire, c'est vous qui faites défiler les… Dites-moi, oui, c'est moi. Voilà. Je fais la suivante. Oui, Voilà. voilà, ben voilà, hein, c'est avant le premier panier, donc on a eu cette fameuse première visite de ferme où tous les consommateurs, parce qu'on leur a bien fait comprendre qu'il fallait qu'ils soient un groupe. On ne peut pas évidemment faire vivre une exploitation avec un bon consommateur solidaire, ça ne suffit pas. Donc on leur a dit qu'il nous fallait une quarantaine de personnes et on a commencé à 37. Voilà, ce jour-là, ils étaient assez nombreux. Et comme c'est ce qui est important de regarder sur cette photo du groupe, c'est qu'il n'y avait qu'un petit garçon en bas assis. Et que d'année en année, les photos de renouvellement, vous savez, on fait un pique-nique le jour du renouvellement des contrats, et d'année en année, les consommateurs, les Amapiens, c'était des familles jeunes et on voit beaucoup, beaucoup d'enfants devant. Donc, c'était une très bonne évolution pour nous que les jeunes familles adoptent ce système. Voilà, donc on a expliqué le contrat entre eux et nous, et symbolisé par un panier en bas hebdomadaire. Alors pour nous, le panier hebdomadaire, c'est économique. Voilà, il nous fallait… il en fallait plus. Au début, on a commencé avec 40, mais après étude faite de notre surface, si on voulait vraiment valoriser le potentiel de notre terre, belle terre, dans un bassin versant, il y a de l'eau, on a un petit ruisseau qui coule, je le dis parce qu'en Provence, il n'y a pas beaucoup d'eau, et on a vraiment une terre qui est propice au maraîchage. Donc, on leur a voilà, si vous voulez avancer, Oui. on va rentrer dans le… Voilà. Alors là, nous avons donc, on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils participent au fonctionnement parce que eux, les premiers consommateurs d'Aubagne, la première AMAP d'Aubagne, ils ne venaient pas à la ferme, c'est nous qui allions. Évidemment, il valait mieux faire un déplacement et eux étaient à peu près sur leur commune, quoi. Il y avait des petites communes alentours, mais ce n'était pas énorme comme kilométrage. Voilà, donc ils ont pris en main, donc, un comité de pilotage a pris en main le fonctionnement, le lien avec la mairie pour avoir le local. Alors, on était dans un marché de gros qui ne fonctionnait plus. Vous voyez, c'est un peu la déprise agricole, le marché de gros avait fermé. C'est un signe de la petite agriculture qui a disparu, locale qui a disparu. Et donc, ils ont été obligés de faire une association loi 1901, ce qui n'est pas une obligation, il faut bien le savoir. Mais là, pour obtenir donc un lieu public qui appartient à la commune, il faut être en association loi 1901. Donc voilà, donc ils font fonctionner la distribution. Nous, on est présents sur cet espace. Ils nous aident voilà, là, alors on passe là sur notre AMAP à Olioul. La map d'Aubagne, nous l'avons tenue 9 ans. Et quand on a eu un jeune agriculteur qui était volontaire pour passer en AMAP, à côté d'Aubagne, à Auriol, donc notre groupe est allé faire fonctionner Solidaire de ce jeune agriculteur d'Auriol. Et donc, nous avons, en octobre, par contre, de 2001, en octobre, nous avons créé la map sur place aux Olivades sur notre ferme. Voilà, vous avez le local de distribution avec, dans le coin, là-bas, le tableau. Et tout le monde remplit son panier en fonction du premier tiré à gauche. Le produit à gauche, là, c'est le premier tiré. Et on remplit son panier, on fait le tour jusqu'au dernier tiré. Beaucoup de tout petits enfants, beaucoup d'enfants adorent faire les paniers, c'est très pédagogique, c'est étonnant comme ils aiment toucher, ils aiment se servir, ils aiment remplir les paniers, c'est touchant. Là, celui que vous voyez en noir avec un petit poivron salade rouge dans la main, il marchait à peine, il avait 2 ans. Ils savent à peine marcher qu'ils adorent. En haut, c'est pareil, c'était un petit aussi. Voilà.
On peut passer à la diapo suivante. Je peux, si j'actionne moi, non, c'est à vous. Donc, c'est la suivante, Voilà. là. Alors, notre obligation, notre jeune producteur qui va suivre doit savoir que notre obligation, c'est quand même de diversifier hein, pour remplir le panier. On n'est plus dans la monoculture, on ne l'a jamais été. Si, le beau-père, mon beau-père, le père de Daniel, était dans la monoculture d'artichauts et de choux-fleurs parce qu'on avait un mois d'avance en production sur les Bretons et donc c'était tout à fait viable de produire de l'artichaut ici. On l'avait au mois de mai alors que les Bretons arrivaient un mois après. Donc c'était bien rentable. C'était pratiquement de la monoculture. Et puis après, voilà, c'était trop compliqué. On n'avait plus d'eau. Jusqu'à l'arrivée du canal de Provence en 77 qui nous a apporté l'eau. On a pu refaire du maraîchage diversifié. Donc là, évidemment, comme l'alimentation doit être variée pour une bonne santé, ça nous oblige, nous, maraîchers, à diversifier, bien sûr. C'est pour notre équilibre alimentaire, la biodiversité. Voilà, là, vous aviez un panier de fruits. Daniel dans ses serres. Je reviens. Ce qu'on voit, c'est ce qui pousse, des petits pois grimpants qui poussent, des haricots verts qui poussent, des haricots verts qui poussent. Voilà, là on a des serres, on a 1,5 hectare de serres hein, qui nous permet de remplir un panier toute l'année. Et pouvoir garder, on a créé de l'emploi, ça nous permet de garder, évidemment, avant on était obligé on ne pouvait pas payer une aide toute l'année, donc ça nous obligeait à avoir que des saisonniers, ce n'était pas une bonne formule. Et là, vraiment, notre hamac a créé 5 emplois. Et donc, il nous faut 180 familles pour maintenir l'activité et les emplois. C'est donc une agriculture d'avenir, locale, bien sûr. Voilà, ça c'est d'avoir retrouvé le consommateur en proximité. Bon, moi, avec mon point de vente, je le retrouvais aussi, mais la grande distribution a rempli les parts de marché, c'est 90%, je crois. Voilà, à mesure qu'on avançait dans le temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure en présentation, le consommateur est coupé du produit local, du produit agricole local, complètement coupé. Voilà, donc on est rentré en agriculture. De ce fait, on est rentré en agriculture biologique. Voilà. Et comme je vous disais, ces pauvres producteurs qui étaient vraiment dégradés socialement, vraiment, la MAP a représenté un ascenseur social. Vous avez des gens qui sont ravis d'être solidaires. Ça peut que revaloriser notre métier. Et pour le consommateur, évidemment, ça, ils ont tout de suite été intéressés par la proximité. Voilà, chez nous, ils rentrent dans la ferme pour venir chercher leur panier. Voilà. C'est notre gros pin parasol remarquable, qui est le plus haut de la région. Voilà. Les produits, donc là, il y a des betteraves, il y a de la courge, ça doit être un panier de automne-hiver, hein, avec… Ce qui est important à noter, c'est que le prix du panier correspond bien au coût de production, plus les charges, plus la rémunération du travail sur le nombre de parts. Donc, c'est important. Voilà. Oui, je voulais l'aborder tout à l'heure à la diapo qui correspond. Enfin, je peux voilà, c'est celle-là. Hein. En fait, c'est écrit en bas de la diapo. C'est ce qu'on note. Ah, voilà, pardon, oui. Voilà.
Donc, c'est nos coûts de production. Vraiment, on additionne tout ça, les charges, la rémunération du travail. Nous, pour bien fonctionner, bien travailler, il faut qu'on soit 5. Donc, on fait ce calcul-là et on le divise par le nombre de parts qui est fonction, c'est une adéquation hein, entre la surface et la capacité humaine aussi. Hein. Il n'est pas question de prendre 300, 400 paniers parce que ça fait des contrats. Non, il faut respecter aussi la capacité humaine de travail. Voilà, donc il nous faut 180 familles pour garder nos 6 hectares et demi de plein champ et 1 hectare et demi de serre. Et actuellement, le prix du panier est à combien? Alors, c'est un prix comptable, donc, hein, Oui, comme actuellement, il s'élève à combien ce prix du panier? à 29,50, 29,50 cette année. D'accord. Voilà. On n'a pas évolué depuis 3 ans. Il est fort, il est certain qu'il va augmenter parce que nos frais, évidemment, de production, hein, nos coûts de production ont augmenté, comme tout. Donc, on va le calculer. Hein. C'est vraiment un prix comptable. Hein. On ne sait plus du tout ce que coûte le prix d'un fonctionnement d'un marché de gros à l'offre et la demande. Hein. On ne sait plus du tout. On ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant que nous restions 100% en AMAP, hein, parce que c'est compliqué. Si on dit aux gens, voilà, on calcule notre prix, et puis qu'on vend à côté, c'est trop compliqué. Pour nous, ça a été intéressant et puis de faire complètement à fond, 100% en AMAP. Voilà. Notre fonctionnement est 100% en AMAP. Toute la ressource économique vient du partenariat. Voilà. Donc, vous avez évalué qu'il faut à peu près 40 familles pour un producteur. Au début, on a commencé à 41 et donc là, cette année, on doit en avoir 160. Là, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, tous les ans, on refait donc un pique-nique pour le renouvellement, pour accueillir les nouveaux. Et voilà, Dedo, c'est mon coordinateur, président de l'association qui est là. On est à 2 et à chaque fois, bon, il y a aussi Daniel, hein, mais sur cette photo, il n'y est pas. Et il y a tous les ouvriers aussi, hein, les salariés agricoles sont avec nous. Et à chaque fois, on réexplique, on resensibilise le côté vraiment social, le côté économique aussi. On leur dit les bases, comment on recalcule. À chaque fois, on le rappelle parce que voilà, la jeune génération n'a pas forcément en tête tout ce qui passait en information au début quand on l'a créé. Donc, on demande, on responsabilise chaque consommateur de parler de la MAP à son voisin, à ses parents, à ses amis. Voilà, il faut en parler parce que ça fonctionne que comme ça. Hein. On n'a pas on ne fait pas d'autres publicités. Oui, on fait beaucoup de foires, de présentations. Hein. Donc, voilà. C'est vrai. Donc, après 22 ans, sans la oui. MAP, il y a longtemps que nous aurions disparu. Ah oui, c'est ce que je dis quand une personne nouvelle rentre dans notre lieu de distribution. Bon, on va appeler ça le magasin quand même, parce que c'était là où j'avais mon magasin de point de vente direct. Je leur dis, voilà, je les remercie déjà pour leur démarche, leur intention, parce que si on n'avait pas eu toutes ces petites démarches associées, il y a vraiment longtemps qu'on aurait disparu. L'année où on a créé, on allait mettre la clé sous la porte. Quand on est revenu des États-Unis voilà, en janvier 2000, première semaine de janvier 2000, on a réouvert notre point de vente, mais si on n'avait pas connu le CSA, on était prêt à arrêter parce que on ne pouvait plus vivre économiquement, c'était plus rentable du tout. Ouais, vous avez beaucoup de mérite parce qu'une belle propriété comme ça dans l'agglomération toulonnaise, c'est un certain capital. Et Ouais. donc, vous auriez pu faire cette vente et
céder le terrain, vivre tranquille. Mais non, là, vous avez persévéré Voilà, pour l'amour de la voilà, terre, la bonne nourriture, c'est très méritant. voilà, vous touchez du doigt le problème de la proximité de la ville et de Ben oui, l'agrandissement des villes qui, évidemment, exproprie en premier les maraîchers. Et dans toutes les villes, c'est la même chose, c'est les maraîchers qui disparaissent en premier parce que c'est eux, de tout temps, les maraîchers ont été dans les ceintures vertes, comme on ben disait, bien sûr. autour des villes, le plus proche. Voilà, on avait de tout temps, quoi. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mhm. Donc, c'était un avantage pour nous d'être proches, mais aussi grâce à nos consommateurs, on a pu résister aux expropriations. Enfin, la première expropriation, elle a 33 ans, D'accord. 88, 30, elle va avoir ouais, 35 ans. Elle va avoir 35 ans et c'est J'ai vrai que j'avais 6 mois. déjà le point de vente direct. Donc, cette proximité des gens a fait qu'ils ont pu nous soutenir. Et vraiment aller voir les commissaires enquêteurs, enfin, et vraiment, d'ailleurs, ils arrivaient, les commissaires enquêteurs faisaient vraiment des rapports pas complètement défavorables au projet, mais ils insistaient beaucoup sur le côté, ce soutien qu'on avait, voilà, la parole aux citoyens aussi, pas que à l'agriculteur. Ça a fini par payer. On est en zone agricole protégée maintenant, mais c'est vraiment grâce aussi aux consommateurs qui nous ont soutenus qu'on a pu résister, parce que tout seul, le pot de fer contre le pot de terre, Mm. c'est, on ne gagne pas toujours. Ouais, moi, je peux témoigner pour avoir vécu donc, dans cette région pendant plusieurs années, d'avoir exercé en tant qu'urbaniste. Donc, j'ai bien vu la pression qu'il y avait sur les maraîchers qui ont disparu Ah, un à un, et vous êtes les derniers du coin, quoi. Moi, enfin, oui, et d'avoir tenu 6 hectares, alors que oui, il y a un centre commercial juste à côté, il y a l'autoroute, il y a l'échangeur. voilà. C'est d'un accès très, très facile, très aisé pour implanter des entreprises. Et donc, on disait toujours, ah oui, il faut de l'emploi, il faut des logements, il faut plein de choses. Et donc, il y avait toujours un argumentaire et vous avez résisté. Je me demande comment vous n'avez pas été exproprié, parce qu'il y avait toujours besoin de terrain pour faire des parkings, pour faire le tramway, pour faire plein de choses. C'est ça, c'est ça. L'hôpital, les C'est ça. cliniques, tout ça. Zone J'étais d'entreprise, voilà, une en zone zone d'entreprise. d'entreprise. Ben voilà, parce qu'il y avait les chantiers navals qui avaient fermé, donc il C'est fallait ça, c'est compenser. ça. Alors la zone des chantiers navals, c'est un parc public maintenant. Ah là là, Oui, bon, au lieu eh de oui, remettre des eh oui. entreprises dessus, enfin, on marche un peu à l'envers. Et vous avez vraiment beaucoup de mérite d'avoir tenu bon, d'avoir su parler à ces familles, d'avoir su trouver comment dire, le mode de fonctionnement japonais via les États-Unis, Oui, et d'avoir vendu à Aubagne, qui est quand même pas à côté, oui, pour c'est vrai. qu'ensuite revenir aux Olivades et puis pouvoir fidéliser des familles qui vous ont fait confiance. Et comme vous disiez, la confiance est essentielle, et ça a fonctionné, ça a créé une dynamique, ça vous a permis de ne pas vous démoraliser, en fait, de voir tous ces gens, ces petits, et ça a amené de la joie, Oui, des oui, pique-niques, des bons produits. Alors du coup, ça vous a fait écrire un livre oui. que voici. Oui, je pense qu'il fallait raconter cette histoire parce que voilà, c'était une véritable aventure aussi bien pour nous, hein, que pour les consommateurs, nos mangeurs. Et voilà, là, vous voyez la traduction de mon livre en vietnamien, Ah, voilà. parce que finalement, l'évolution, hein, du consommateur, la prise de conscience, elle a été internationale, hein, elle a été dans tous les pays. Euh, et voilà, ces Vietnamiennes, ça devient, ça rejoint un peu le thème de vos travaux, hein, Oui. l'autonomie alimentaire, parce que finalement, en se rapprochant du consommateur, ben, on lui fait prendre conscience, et puis il intervient lui aussi politiquement. C'est comme ça que l'écologie a évolué aussi, et c'est comme ça qu'on est protégé. Voilà, que il y a des directives nationales maintenant quand on fait un PLU. Bon, vous devez bien le savoir. Aujourd'hui, il y a des directives nationales. Il faut protéger l'existant comme nous. Il faut protéger même les friches. Voilà,
tout ça, ça contribue à une certaine autonomie alimentaire, c'est sûr. Oui. Et voilà, donc c'est japonaises, c'est vietnamiennes, deux vietnamiennes qui travaillent, qui ont un magasin solidaire. Elles sont solidaires des petits paysans qui ont les mêmes problèmes que tous les petits paysans du monde. Et elles font un bon travail. Ils font un bon travail. Et voilà, on était juste avant le Covid, on devait aller accompagner la création d'une AMAP. Mais voilà, ça s'est arrêté là et on espère pouvoir y aller un jour. Ce qui est intéressant dans la map, finalement, avec ce développement international, ça montre que c'est un système universel, qu'on parle dans n'importe quelle langue, il faut bien manger et d'être auprès de son producteur local et de le soutenir et de l'aider à produire en sécurisant cette production, ça marche aussi bien au Japon, aux États-Unis que n'importe où sur Terre. Et donc, on Mais nous même en montrait… Afrique. Pardon? Oui, je parle un peu pour Daniel, là, parce que lui, pendant que moi j'étais en Roumanie, donc c'est pareil, ça a été extraordinaire l'expérience en Roumanie. Lui, Daniel, était en Afrique. On peut même faire des AMAP en Afrique. En fait, à Bamako, au Mali, il y avait un animateur qui était vétérinaire, paysan vétérinaire, et avec lui, ils sont allés donc à Bamako, la ville, et ils ont trouvé quand même quelques personnes qui ont un pouvoir d'achat, qui ont pu rentrer dans ce système. Et c'est comme ça que ça a valorisé le métier du petit paysan africain dans une ville. Là, c'est pareil, ils ne pouvaient pas imaginer, ils ne peuvent pas non plus s'occuper des problèmes de l'agriculteur, chacun a son problème. Mais c'est pour dire, ils ont installé une première… Alors la MAP, évidemment, la famille en Afrique, elle a 20-25 personnes, ce sont les cousins, les tantes, mais peu importe, ils ont adapté quand même un partenariat, même en Afrique. Non, mais voilà, ça montre… D'ailleurs, le film de Colin Serrault qui montrait Solution, je sais plus si c'est Colin Serrault, Solution locale pour un désordre voilà, global, oui. c'est évident en fait, c'est franchement évident de rétablir ce lien entre le producteur et le mangeur. Et donc, c'est ce qui nous permet de se mettre en route sur l'autonomie alimentaire. Merci Denise pour ce témoignage, la persévérance, le courage. Franchement, non, mais merci à vous, ça permet de continuer. Voilà, oui. Bien, je pense qu'on va pouvoir continuer avec la présentation de… Alors, j'ai peut-être qu'en Belgique, on compte 5600 mangeurs avec les GASAP sur le réseau. Donc, c'est aussi, donc, on dit en Belgique. Et donc, on arrive chez André. Voilà. Bonjour à tous. Nous, on a monté la map, c'était en juillet 2017. Moi, c'était suite à une reconversion professionnelle parce que j'étais plutôt dans les métiers des produits de la mer, bien que avant ça, j'avais fait mon bac agricole et puis j'avais fait 4 années d'école de commerce. Puis je suis parti plutôt du côté du papa qui était dans les produits de la mer. Et après, je suis revenu du côté de ma mère qui était plutôt, elle, sur famille maraîchère. Et moi, j'ai démarré de suite dans l'idée de produire un sol vivant, les techniques agroécologiques. Donc, la MAP, ça a été quand même des choses qui ont été très, très importantes parce que, d'un, ça m'a permis d'entamer une reconversion professionnelle. Alors, nous, on y est allé doucement parce que on a grossi en même temps qu'on faisait grossir l'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'en juillet 2017, on a démarré avec 6 paniers. On reprenait une AMAP dont le paysan avait fait faillite. Et donc, on a repris quelques paniers sur la distribution de Perpignan. Et puis, on est allé, on a monté en puissance petit à petit. 6 mois après, on se retrouvait avec une quarantaine de paniers. Et pour finir aujourd'hui, où on tourne annuellement sur une moyenne d'une centaine de paniers sur 1,8 hectare. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu mettre en avant d'entrée,
ben, c'est ce qu'on voit sur le petit schéma là. C'était de démontrer que d'une, ben, la map, ça permettait de créer des projets et d'amener, on va dire, des néo-ruraux vers un métier au plus près de la terre. C'était aussi de démontrer qu'on pouvait se gagner la vie. Donc ça, c'était important. Et c'était le double défi, c'était de démontrer que l'agroécologie aussi et la permaculture permettaient de sortir des revenus et qu'on pouvait faire autrement. Nous, l'objectif, ça a été de démontrer aussi qu'on pouvait se gagner la vie, non pas sur le prix de vente, mais c'était de diminuer les intrants en faisant confiance à la nature tout simplement, à nos fameux champignons et vers de terre, qui a amené la solution si on apportait ce qu'il fallait dans nos systèmes. Et donc là, nous, on n'a pas d'intrants, on n'est pas dépendant des centrales agricoles avec les engrais azotés notamment. Donc ça a été une première victoire parce que les techniques d'agroécologie et de sol vivant ont permis très très vite de relancer les cycles de vie. Et donc ça, c'était une première victoire. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a sensibilisé les familles et puis elles nous ont accompagnés et au fur et à mesure, grâce aux Amapiens qui étaient de plus en plus nombreux, on a pu investir et améliorer le confort de travail, faire les achats de matériel nécessaire pour développer l'exploitation. Et donc, on va dire que ça a été un pari gagnant. Car moi, j'ai pas honte de le dire, quand j'ai démarré, pour faire un point financier, je suis assez transparent sur le côté financier. Quand j'ai démarré, j'étais plutôt en faillite personnelle avec 200 balles en poche. Et puis aujourd'hui, on a investi plus de 150 000 euros sans passer par les banques en seulement 5 ans. Et donc ça, on est vraiment content d'avoir pu créer ça et derrière une super dynamique où ces familles en fait, deviennent des amis. Alors bien sûr, chaque année, on ne faillit pas aux 30% de renouvellement. C'est la moyenne nationale sur les AMAP, d'après ce que j'entends. Denis, tu peux confirmer. Mais nous, bon, cette année, c'est un peu plus compliqué que les autres années. Je pense que la crise Covid est passée par là, mais rien n'empêche que la dynamique est toujours présente. Et puis, oui, juste avant, on faisait une transparence sur les comptes. Nous, chaque année, alors on le fait un peu moins ces dernières années parce qu'en fait, maintenant, les Amapiens, ils ne le demandent pas, mais dans les premières années, ils étaient plutôt curieux de savoir ce qu'on faisait de l'argent, qu'est-ce qui se passait. Bon, et puis là, maintenant, ils savent très bien ce qui se passe et que tout est réinvesti pour créer des dynamiques de territoire. Parce que l'objectif, c'est que la MAP aujourd'hui essaime sur les départements au niveau de la dynamique. Beaucoup d'Amapiens sont à l'origine de l'association Arbres et Paysages, qui a pour objectif de promouvoir l'arbre hors forêt dans les domaines agricoles, par exemple. Donc là, c'est une grosse partie du staff d'Arbres et Paysages, ce sont des Amapiens. D'autres se sont dirigés plus vers des associations comme Slow Food. Donc, vraiment, ça fait plaisir de voir que les personnes prennent les choses en main pour créer de beaux projets de la terre à l'assiette et ça émane de la MAP. Donc ça, c'est plutôt cool. Si tu veux avancer. Je ne sais pas. Sabine, tu m'entends? Oui, Voilà. je t'entends. Voilà. C'est bon là? Ça te va? Ouais, parfait, impeccable. Donc oui, alors il y a une belle dynamique, comme je le disais, au niveau de l'associatif et tout ça, ça essaime. Et puis, l'objectif de la MAP, c'était vraiment l'essence même de la permaculture. Et on a voulu tout simplement, sur cette fameuse rosace de la permaculture, explorer autant que possible la rosace. Et là, notamment, on est sur un chantier d'éco-construction où ce sont les Amapiens qui, pendant 3 semaines, ont monté la structure en terre-paille du local de la MAP. Donc, ça a été un super projet. On a financé une experte sur le sujet et qui est venue nous accompagner pendant ces 3 semaines. Et puis, tout le monde aussi on a pu mettre en place des transferts de savoir et de connaissances. Et donc, ça a été vraiment cool. Et on sent qu'il y avait une belle énergie et ça perdure depuis 5 ans, quoi. Tu peux avancer. On voit les Voilà. bons repas que vous faites, là, ça donne envie. Hein.
Ouais, ben Ah, voilà, c'est après, sympa, c'est convivial, hein, et avec un on essaye esprit, vraiment voilà. au maximum. Alors bon, c'est vrai que dans les premiers temps, c'est moi qui l'ai insufflé. Mm, Aujourd'hui, j'insuffle d'autres projets aussi à mm, l'extérieur de la map. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle vague d'Amapiens aujourd'hui qui prennent un peu les choses en main, qui prennent leurs responsabilités, au début, on avait beaucoup des esprits plutôt des consommateurs, quoi. C'est ça qui était un peu compliqué. Et là, aujourd'hui, vraiment, on rentre dans les consommateurs où ben, ils prennent les choses en main, ils veulent de la d'accord. convivialité. Mm, Et donc ça, mm, c'est plutôt cool, quoi. d'accord. Et donc, ça communique. On doit faire à peu près 5-6 événements sur l'année, entre les visites de ferme, les petites fêtes gastronomiques. Et puis aussi, on est à l'initiative de la création du Mercat de la Terre. C'est un marché 100% local qu'on fait une fois par mois à Slow Food. Et la MAP aussi est actrice par les producteurs, mais aussi par les consommateurs de la création de ce marché. Donc, au-delà de ça, c'est que ben, on veut vraiment, vraiment promouvoir l'agroécologie avec tous ses bienfaits. Alors, bien sûr, on va dire sur l'alimentation. Euh, Nous, ça va faire 2 ans maintenant, on a envoyé beaucoup de nos légumes alors, par le réseau maraîchage sur le vivant, parce que avec Vincent Levavasseur et Colline du réseau maraîchage sur le vivant, on est les coprésidents et on veut vraiment appuyer sur tout ce qui est le lien entre sol vivant, alimentation nutritionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on a les preuves scientifiques euh, par des experts internationaux que le sol vivant remonte de la nutrition et donc derrière, il y a vraiment un apport bon, gastronomique, et, mais aussi côté santé. Et ça, vraiment, euh, on le ressent. Et puis, moi, j'étais assez étonné de voir certains Amapiens qui, avant d'arriver à la map, me disaient, ben, moi, je ne peux pas manger de salade, je digère très mal, les fibres, ça ne passe pas et tout ça. Et qui là, comme par magie, peuvent digérer de la salade sans aucun problème. D'autres, c'est des personnes qui pouvaient pas, qui plairaient absolument pas le chou. C'est pas possible que moi je mange du chou. Et ben là, ils retrouvent des saveurs plus sympas, des longueurs en bouche, des sucres plutôt intéressants. Et donc tout ça, ça fait un effet plutôt cool dans les changements de comportement alimentaire. Donc ça, c'est plein de petites victoires et puis, ben, les sols vivants. Excuse-moi de t'interrompre, mais Oui. vraiment, j'appuie sur ce que tu viens de dire. Bon, donc au bout de 22 ans, et effectivement, hein, des gens qui avaient des problèmes, mon médecin m'interdit même de manger des tomates ou des trucs comme ça. Je crois qu'on a quand même 145, 150 familles. Je n'entends plus jamais dire une intolérance à un tel. Je n'entends pas. Mm. C'est vraiment parce que tu abordes ce sujet que je réalise que voilà, ça a vraiment, les gens ont bien évolué. Et puis finalement, quand on consomme pour des bons produits pour la santé, eh ben, il n'y a plus de problème d'intolérance, hein. C'est vrai. Ben ouais, c'est vrai. Après, C'est nous, vrai. je pense que toi et moi, on est embarqués dans un bateau. On essaie de travailler au maximum les variétés anciennes. On respecte C'est notre ça. sol. Voilà. Bon, tout ce qui est intrant extérieur, c'est proscrit. Bien sûr. Donc, derrière, voilà, on le fait avec passion et puis ça se retrouve dans nos produits, quoi. Mm, mm, Et vraiment, aujourd'hui, c'est quand même une fierté. Et le matin, quand on se nettoie la figure, quand on regarde la glace, on peut la regarder avec fierté, quoi. Moi, je suis heureux du travail que j'ai accompli, quoi. c'est vrai. Donc voilà, même si c'est pas tous les jours rose, même si le début a été difficile, on y a laissé des plumes, on va dire psychologiquement et physiquement, mais bon, voilà, quoi, on arrive petit à petit Mm, à redresser la barre et bon, c'est vrai que souvent dans la map, on parle de l'aspect financier, que oui, ça nous soulage au niveau financier. Et ça, c'est clair, il y a pas de problème. Mais il faut penser aussi que dans des AMAP où on atteint des volumes de famille importants, tous les niveaux de satisfaction ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, on a aussi une charge des fois mentale qui pèse sur nous. Parce que comme on ouais. est passionné, on ne veut pas décevoir.
et parfois, ben, c'est dur. C'est dur, il faut encaisser le choc. Mais globalement, les familles, elles sont plutôt bienveillantes. Mais on se met la pression. Alors que des fois, ce n'est pas eux qui nous la mettent. Mais c'est comme ça, quoi. On est des passionnés, on veut nourrir, on est engagé. Et bon, voilà, il faut faire la part des choses. Mais je ne dis pas que tous les jours, c'est facile, mais globalement, ça se passe bien. Et puis, voilà, les variétés locales préservées, ça, c'est quelque chose que nous, les Catalans, en tout cas, on a la ressource génétique qu'on a perdue, qu'on a failli perdre, et puis qu'il a fallu aller chercher. Donc, bon, là, on a les abricots. Alors, sur la photo, ce n'est pas les abricots rouges du Roussillon, mais on a un joli verger d'abricots qui va rentrer en production cette année, j'espère, parce que l'année dernière, on a essuyé les pluies du printemps qui nous ont fait couler toutes les fleurs, et donc on n'a pas pu récolter. Mais bon, voilà, il faut de la patience. Pendant ce temps-là, on fait pousser des courges dans notre verger en agroforesterie. Donc ça, c'est... Nous, on a 1,8 hectare, on était monté en pointe à 120 familles et je peux vous assurer qu'il n'y a pas 1 mètre carré de jardin qui n'est pas cultivé, quoi. On ne sait pas ce que c'est une interligne d'arbres, tout est cultivé, mais c'est plutôt génial parce que déjà, on est des créateurs de paysages, ça c'est plutôt sympa, et puis on est des créateurs de goût. Et puis, pour revenir sur les variétés anciennes, moi, je suis quand même parti à l'assaut d'aller chercher de la semence. Donc, que ce soit sur les tomates, là, au fond du bac, là, les petites tomates, c'est tomates mallorquines, c'est tomates de conservation catalane où on fait du pain de tomate avec pendant l'hiver et cette tomate reste comme ça, l'identique, dans une cagette tout au long de l'hiver. Donc, ça, on en avait fait pas mal il y a 2 ans en arrière. On a relancé une salade qui s'appelle l'Anciamiargue, qui est une romaine un peu originelle et que les paysans du coin avaient abandonnée depuis une trentaine d'années. On a eu la chance de retrouver une centaine de graines et puis on a relancé la production. Donc ça, on est vraiment fiers de perpétuer ces produits catalans et puis les fameux calçotes et tout plein d'autres produits qui Daniel aujourd'hui... connaît bien la richesse du maraîchage des Pyrénées-Orientales. Il a dirigé une coopérative maraîchère D'accord. de maraîchers et les salades venaient toujours de là-bas. C'est vrai, c'est très riche. Mais bon, c'est un peu sa passion à Daniel, hein, la biodiversité. Et on peut dire qu'il a quand même le redéploiement des tomates anciennes, c'est parti d'ici aussi. Ben ouais, ça Ouais. c'est important. C'est une histoire aussi qui est intéressante parce qu'un jour, là, on travaillait avec la grande distribution. Nous, il fallait bien, tout le monde a essayé hein, au Oui. départ. Il y a plus de 20 ans là. Hein. Oui, il y a 25 ans à peu près encore. Et un jour, ils nous ont cassé un contrat tomate de plein champ. Et c'était la première fois, c'était en 90 à peu près. Première fois qu'on voyait des tomates en plein été dans la grande distribution qui venait de Belgique et de Hollande. Alors là, on s'est regardé avec Daniel, on s'est dit, ils vont nous faire marcher sur la tête. Ils ont cassé notre contrat, hein, parce que nous, en plein champ, comme partout, elles avaient le collet vert, elles craquaient, elles étaient les couleurs de formes, de couleurs différentes. Non, elles n'étaient pas encore de couleurs différentes, mais de formes différentes. Donc, non, ça ne pouvait plus rentrer dans la grande distribution. Là, c'est comme ça qu'il a fait un virage complet et qu'il a cherché les tomates anciennes. Et il a adhéré à Seed Saver, des collectionneurs américains qui font un travail extraordinaire sur la sauvegarde des semences. Voilà, il a travaillé avec le conservatoire Vavilov de Saint-Pétersbourg. C'est vraiment sa passion, et pas que dans les tomates aussi. Mais parce que voilà, on est au bord de la Méditerranée, nous aussi, un pays de bons produits maraîchers, hein, bons légumes qu'on veut Le sud de la France, c'est bien sauvegarder. connu qu'on a les meilleurs goûts de France, parce que déjà le taux d'ensoleillement et les taux de sucre qui montent. Ouais. Et oui, Alors si on met ça à la sauce avec les c'est sols vrai. vivants, on est au top du top. Heureusement qu'on vous a. Hein. Pour le Ouais, plaisir des papilles. voilà. Et puis oui, pour continuer, donc l'absence de produits chimiques, bien sûr, c'était proscrit d'entrée qu'on allait intégrer des produits chimiques. On s'est rendu compte que plus on augmentait le niveau de fertilité et l'activité biologique des sols, plus la plante était résistante
Et même sur des années comme cette année où on a eu quand même le sacré attaque de chenilles sur le pourtour méditerranéen, ça a été assez hallucinant ce qui s'est passé, notamment dans les choux et tout ça. Et si on laisse un peu les cultures en place, on sent que même si la plante a été bien attaquée, il y a quand même la résilience. Et donc, bon, c'est sûr, là, en ce moment, je ramasse des choux avec 2 mois de retard, mais je ramasse quand même des choux. Je pense que si j'étais sur un sol mort, j'aurais ramassé rien du tout, quoi. Donc, il y a quand même de la résilience dans le système, il y a de la biodiversité. Et puis derrière, on a mis en place une agroforesterie, on a mis des sous-étages aromatiques, on a mis les nichoirs, on a mis les hôtels à insectes, on a monté des murs de pierre, on a fait des cabanes à hérissons, on a fait tout ce qu'il fallait pour que derrière, ça s'installe. Et on a vu tout ce cortège, on va dire, toute la chaîne trophique se mettre en route jusqu'à que l'année dernière, on a commencé à voir les premiers rapaces qui venaient se servir de mulots dans le jardin. Et quand on commence à voir à l'arrivée ces beaux animaux, c'est que on a une biodiversité plutôt intéressante. Et ça n'a pas mis 100 ans pour revenir, quoi. C'est rapide. Donc, c'était très intéressant. Donc, vraiment, c'est vraiment le tiercé gagnant et on est content que notre AMAP en profite. Les prix justes et équitables, nous, on est allé crescendo, j'allais à tâtons, comme disait Denise tout à l'heure. Moi, je ne sais pas comment ça se vend au cadran et tout ça, je ne sais pas. Je suis au panier. Moi, je pars dans l'idée que pour que mon AMAP soit nourri en quantité et en qualité chaque semaine, il y a une diversité aussi, parce que ça, c'était un défi. Je voulais avoir vraiment des paniers assez diversifiés. Toutes les semaines, on met entre 9 et 14 types de produits dans les paniers, avec un aromate seulement. Donc, quand même, je pense que c'est plus qu'honorable. Et on considère que les paniers, c'est des paniers bien servis pour des familles de 4 personnes. Voilà. Nous, on est allé crescendo parce qu'on ne savait pas trop où on allait au niveau prix. On a commencé dans les toutes premières années. Bon, les paniers n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. On était à 15 euros. Et cette année, on est passé à 21 euros dans les paniers. Voilà. Ce prix-là me permet d'investir, de me rémunérer correctement, mais ne me permettrait pas encore de pouvoir embaucher quelqu'un à temps plein. Voilà, surtout sur une année comme cette année où les renouvellements, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Où aujourd'hui, stratégiquement, dans les Pyrénées-Orientales, alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, nous, on est assez connus quand même. On est la MAP la plus, on va dire, qui a le plus d'énergie sur le département. Dans les périodes de recrutement, on fait sur un mois, des fois 3 événements. On a une belle couverture médiatique et tout ça. Malgré tout, ça ne l'a pas fait cette année. Donc, stratégiquement, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, on travaille beaucoup. On commence à développer comme il faut la restauration haut de gamme, parce qu'on a des produits haut de gamme et ça nous permet on va dire, de mettre du beurre dans les épinards, voilà, pour compléter au niveau économique le chiffre d'affaires. Et puis ce marché qu'on fait 1 fois par mois aussi, qui permet aussi sûrement plus de promouvoir les sols vivants que de faire une vente. Mais malgré tout, au bout de 2 ans, on a une petite clientèle qui vient 1 fois par mois se délecter de nos bons produits. Mais voilà, quoi, il faut être réactif tout en mettant le maximum pour faire vivre notre AMAP. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, depuis 3 ans, on a un noyau à peu près de 70 familles qui, chaque année, elles, re-signent sans aucun souci. Voilà, il y a une belle continuité. Et au quotidien, on se bat sur notre exploitation pour les régaler. Et puis, bon, il y a un petit turnover, mais ce qui n'empêche que tout le monde met sa pierre à l'édifice et c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà. Et puis à la MAP, on est aujourd'hui, on est combien à la MAP? On est 8 producteurs, voilà, avec d'autres types de produits et personnes qui sont venues profiter de cette dynamique. Et aujourd'hui, c'est une bonne bande de copains et on est super content de se retrouver, de partager 2 fois par semaine parce que le mardi, on est à Perpignan et le jeudi, on est à l'exploitation à Elne. Et voilà, donc que ce soit avec les familles ou avec les producteurs, ça fait du bien de passer un petit moment convivial ensemble. On a déjà aménagé un petit clubhouse dans la MAP à Elne. Donc, il y a toujours le petit coup à boire à la fin de la distribution et ça, c'est important.
Donc, voilà. Ah oui. Et le revenu, bon, le revenu, comme je disais tout à l'heure, il est garanti maintenant. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut savoir que depuis le début, je réinvestis tout le bénéfice est réinvesti totalement dans l'outil de production pour étendre l'autonomie alimentaire de l'exploitation. Et puis cette année, on a franchi le cap où avec un producteur de la MAP, un amapien aussi qui est ingénieur agronome et d'autres collègues qui rentrent dans la dynamique. On est 5, on a monté une nouvelle société où là, l'objectif, c'est de régénérer les sols et de produire de la céréale à grande échelle et de la transformer. Et dans l'idée d'autonomie, et donc là, c'est fabrication de farine, de pâtes et aussi les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif de l'année. Et les familles donc, vont pouvoir profiter du réinvestissement qu'on a mis en place depuis maintenant 5 ans. Ça va assez vite. Donc nous, en maraîchage, il y a 2 hectares, mais là, sur la nouvelle société, il y a 40 hectares. Et donc là, il y aura une belle dynamique de territoire. Et de toute façon, on est parti du principe que ça ne bougeait pas assez, qu'il y en avait marre d'alerter les pouvoirs publics où ça n'avançait pas. Donc, on fait, basta. Et on fait profiter tout le monde. Et ça a été un peu notre credo sur l'année. Et plus ça avance, et plus on arrive à fédérer. Et on arrive à créer le monde dans lequel on veut évoluer. C'était un peu notre objectif. On y laisse parfois des flux, un peu d'énergie, mais dans l'ensemble, ça se développe plutôt bien et on se régale. Et puis voilà, il y a Bien, c'est des bien de te artistes voir aussi. sourire. Ça me On a plaît de des te voir artistes. sourire parce que, tu sais, quand on a commencé la MAP, un paysan qui souriait, ça ne se voyait plus. Ouais. Et oui, ben, nous, on le sait parce qu'on a reçu un jour un paysan, un agriculteur pas Savoie, de Strasbourg, à côté de Strasbourg, en Alsace. Et donc, il a pris le train et il est venu chez nous. Enfin, il a juste téléphoné. En fait, il avait vu sur un journal professionnel, je ne sais plus lequel c'était, Daniel, qui parlait de la MAP. Et la photo de Daniel, c'était un producteur qui souriait. Notre André Roche d'Alsace, il a dit, moi, un producteur qui sourit, il faut que j'aille le voir. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et qu'en 2003, on a fait son AMAP à Strasbourg. Voilà aussi une ferme qui a été sauvée par la MAP. C'est vraiment… Il faut se souvenir de cette détresse des petits agriculteurs qui ont envie de continuer ce métier, qui est quand même une passion, hein, pouvoir produire comme ça en respectant la terre, hein, ce que tu fais. Et c'est ça qui est formidable. Je voulais aussi, par rapport au prix, au calcul, ce qui est important de dire aux consommateurs, c'est que notre prix de panier, il est juste. Quand on dit il faut que le prix soit équitable, qu'il soit juste, il est juste parce qu'on n'a aucune subvention. Contrairement à beaucoup d'agriculteurs, nous, on n'a jamais reçu de subvention, les petits maraîchers qui étaient voués à disparaître. Donc ça, c'est pour ça que le prix de panier peut avoir un coût qui peut paraître important, mais on n'a aucune subvention, c'est simplement la solidarité du consommateur. C'est important que les gens le sachent aussi, ça. Parce que c'est vrai qu'au début, les prix de panier ont été… Nous, on ne peut pas tricher, hein, c'est comptable. Mais ça a un peu dit oui, mais alors comment que ça se fait que tel producteur vend moins cher? Bon, outre que la grande surface prend beaucoup en proportion par rapport au producteur, ce que gagne le producteur. Mais il y a aussi que voilà, le travail, ils sont subventionnés alors que nous, non, la MAP, prix de panier, c'est vraiment l'engagement du consommateur. C'est important, ça valorise un peu le consommateur. Et puis, comme tu disais que tu as un petit problème ça n'a pas bien renouvelé. Ouais, c'est vrai, c'est la première année cette année. Voilà, juste avant la fin de la saison, les gens sont inquiets de savoir si on a notre quota, les amapiens. Donc, même, ils disent, alors, il faut qu'on fasse de la pub, il faut qu'on aille… Voilà, je leur donne des prospectus et qu'ils aillent faire un petit peu à la rencontre de nouveaux amapiens. C'est les faire participer. Ils savent que, voilà, si on a moins d'amapiens, ben, comment on fait? C'est Ouais, tout ça un c'est sûr, rempli, c'est mais notre ressource.
Cette année, c'est une année spéciale. J'aurais fait, je pense, la moitié de ce qu'on a fait cette année pour le renouvellement. On aurait eu 130 paniers. Je crois qu'on aurait été full complet. Mais je pense on sent une société malade et ça psychologiquement, on va dire, se projeter sur un an aujourd'hui, ça paraît compliqué. Oui, oui. Je pense qu'il faudrait couper BFM TV, déjà, ça ferait du bien. Mais bon, pour l'instant, apparemment, c'est encore vachement écouté, ces conneries-là. Et donc, automatiquement, ben, ça joue sur les gens, quoi. Mais qu'importe, l'idée de la résilience, c'est aussi que nous, on doit pouvoir être résilient par rapport à notre exploitation. Alors, si demain, ben, on reste qu'à 75 ou 80 paniers, ben, on restera à 80 paniers. Mais après, voilà, travailler avec des chefs, c'est super cool aussi. Et en plus, ils nous font gagner des paniers aussi parce qu'en mettant de bons produits sur leur table, je peux vous dire qu'il y a quelques clients de restaurants qui sont venus après à la map parce que du coup, ils ont dit Oui, voilà, nous c'est aussi, plutôt cool, on quoi. sert les grands chefs. Et on sert aussi les cantines. Et Parce ouais. que finalement, les enfants mangent bien à la maison, mais à la cantine, c'était un peu catastrophique. Et on est tombé dans la région sur des chefs motivés. Il faut que le cuisinier soit motivé, hein. Et la région a aidé vraiment à travailler dans ce sens-là. Nous, on a expliqué à nos Amapiens qu'on allait fournir un lycée, approvisionner un lycée, donc on calcule en production, hein. Ben, ils ont tous été d'accord, parce qu'évidemment, il n'y a pas le même contrat, hein. Il y a des vacances, ça fonctionne différemment, mais on est content que les élèves sont très contents aussi. Ça, Non, mais c'est c'est génial. Mais j'ai c'est bien qu'on trouvé, puisse vraiment, tous azimuts, faire profiter de cette agriculture paysanne. mais j'étais dans votre région la semaine dernière parce que je suis allé du côté de Manosque voir quelques coopératives et agriculteurs qui travaillaient bien la légumineuse et un peu le blé dur et de ça. Mais j'ai vu quand même un autre monde, une autre dynamique. C'est nous, dans les Pyrénées-Orientales, il va falloir qu'on prenne exemple du côté de chez vous, où un plan alimentaire territorial quand même est bien établi et c'est bien ficelé. Et il y a eu des décisions politiques fortes, j'ai l'impression, qui ont permis aussi d'accélérer les choses. Et donc, à Perpignan, il va falloir qu'on s'inspire de ce que vous avez mis en place, la dynamique que vous avez sur votre région, qui est plutôt belle. Et voilà, donc, pour pouvoir faire bouger le consommateur et aussi les décisionnaires. Donc, ça, c'est très important, quoi. Bien, ben, Bien, merci. merci pour les exposés, c'est passionnant. J'aimerais qu'on rentre directement dans les échanges, le débat. Rémi, tu es toujours là, tu nous entends, tu as posé une question sur le chat. Rémi Gazeux a déjà rencontré les Vuillons. Oui. Lors de ses passages en France, il est en Nouvelle-Calédonie et il posait la question, Denise, sur le prix du panier à 25 ans. Denis, Rémi, tu veux poser ta question sur la garniture du panier, le volume, si tu allumes ton micro, le volume qui est proposé. Non, ça marche pas, t'as pas le son. Voilà, vas-y. Bon, Je n'ai pas de son, je ne crois pas que on vous t'entend. m'entendiez. Ici, on t'entend, On c'est bien. t'entend. Ah, vous m'entendez? Oh, Oui, oh, oui. oh. Ah, super. Bon, voilà une bonne nouvelle. Eh ben, déjà, bonjour Denise. Bonsoir. Voilà, ça fait longtemps qu'on C'est ne vrai. s'est vu. Au-delà de la Nouvelle-Calédonie, ce fut chez vous, me semble-t-il, avec Daniel, et puis Oui. bien entendu, On soit s'est et vu, Samy, oui. en compagnie de Bruno Fournier. Voilà, on Oui, c'est s'était ça. croisés et je suis très heureux de te voir et de vous écouter, de vous entendre. Merci beaucoup. Je vais dire aussi à André, très intéressant tout ce que vous nous dites. La question donc je posais effectivement, tu parlais tout à l'heure, Denise, du prix du panier. Je crois que c'était, je l'ai noté quelque part, 29,50. 29,50. 29,50 €, me semble-t-il. Par contre, juste pour avoir, André lui parlait de ces paniers qui, pour 4 personnes, me semble-t-il, là, c'est ce que j'ai cru entendre. Et vous, ça correspond à la même chose, juste pour Oui, avoir une oui, idée oui, de oui. valeur On n'a jamais de moins de 10 poids produits. On n'a jamais par moins rapport de au 10 prix. produits. Et c'est la base de saison, hein. Par exemple, en ce moment, le panier, alors je refais dans le fonctionnement
le positionnement des fruits. Il y avait un gros chou vert frisé hier, 1 kilo de pommes de terre, une courge, à peu près 1 kilo, ça va jusqu'à 1,5 kg quand on met une butternut entière, tu vois. 3 poireaux, ils sont assez beaux. Les carottes sont très belles cette année. Il y en avait 3 aussi, elles sont énormes. L'autre jour, Daniel en a pesé une qui faisait 1 kilo, une carotte. Cette année, elles sont très belles, les carottes. Donc, après, il y a une botte de cébettes, une salade, un bouquet de persil, 2 radis raves, une nouveauté. Daniel a trouvé une nouveauté, le radis rave. C'est un gros radis qui est de blanc, rose, violet. Voilà, on le coupe en lamelles fines, c'est très bon en salade. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait encore des patates douces, la patate douce, un sac de Voyons, patates ça douces. fait 10 variétés, c'est superbe. Surtout en décembre. Oui. En décembre. Oui, c'est des produits de garde pour la patate, courge et pommes de terre. Le reste, c'est ramassé le matin. Hein. Tout le reste, c'est ramassé le matin. On a la chance d'avoir une belle région comme celle d'André. D'ailleurs, les Amapiens du toute Sud sont l'année. privilégiés par rapport à ceux du Nord, hein. Je tiens à le dire. Hein. Ouais. Et oui, bien sûr. Bien Oui, sûr, ça, j'imagine. Oui. bien sûr. Alors, une petite Merci bien pour question, la réponse. si vous permettez, à la suite de cet échange, c'est pour l'enregistrement et les personnes qui nous écouteront avec l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, puisque l'enregistrement va être mis sur la chaîne YouTube et on va le diffuser dans les réseaux sur les 21 actions. Donc là, l'action 15, lien entre les producteurs et les mangeurs. Et donc, Denise, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer? Nous, la communauté de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire sur les réseaux Facebook, on est 60 000 personnes. Et j'accompagne depuis 7 ans avec Sabine les différents collectifs, les groupes. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de se lancer, mais en même temps qui ont des difficultés soit à trouver le terrain, soit à trouver les clients, soit à trouver le statut. Alors on a parlé tout à l'heure de création d'une association loi 1901, vous avez parlé du réseau Attaque qui avait pu réunir une masse critique de personnes au début. André, lui, parlait d'un noyau dur, et puis après, il faut quand même aller trouver les gens intéressés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aujourd'hui pour intéresser les gens, Denise, et démarrer? Alors, côté producteur ou côté producteur? Oui. Voilà, ça s'adresse à quelle demande? Eh bien, à partir du moment où dans une commune, il y a quelques familles qui sont intéressées, comment trouver un producteur et lui proposer de devenir le producteur d'une AMAP? Quels sont les arguments? Voilà, ce qui a le mieux marché, hein, quand on a fait l'essaimage de région en région, ce qui a le mieux marché, c'est d'aller voir un producteur qui est en AMAP, vraiment, et là, amener le jeune paysan qui est intéressé. Il faut une rencontre avec un vrai producteur en AMAP, une vraie AMAP. Il y a des réseaux de coordination hein, dans chaque région pratiquement, qui ont un recensement du nombre d'AMAP, de tous les producteurs. Il faut aller à la rencontre des AMAP qui marchent. Je suppose, André, que tu es prêt à accompagner quelqu'un qui s'installerait. Bon, c'est vrai que tu n'as pas le même âge que nous, mais si ça se présentait, oui, il n'y a que toi qui peux parler de la map, tu vois. Enfin, surtout quand on a commencé, personne ne pouvait vraiment transmettre aussi bien côté pratique, parce que tous les ratios, combien de semences de pommes de terre par famille, tout ça, Daniel a tout calculé. Au départ, vraiment, c'était très innovant, hein. Mais je pense que l'accompagnement paysan à paysan, ça passe par vraiment un paramètre important du développement des AMAP. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Amener le groupe voilà, chez un paysan. Bon, vous avez, je sais pas, c'est pas forcément les chambres d'agriculture chez nous, hein, c'est un réseau de coordination d'AMAP
qui peut vous amener chez un… Alors, résoudre le problème de l'accès à la terre, alors ça, on ne peut pas s'installer directement, mettre l'argent qu'il faut pour acheter un terrain et s'installer. Ça c'est vraiment… Il y a deux versions, enfin, vraiment deux choses différentes. Alors moi, en préparant le webinaire, j'ai fait beaucoup de recherches sur les réseaux des AMAP et ils ont beaucoup d'AMAP ont un site internet et ils racontent leur histoire et certains disent qu'ils commencent tout petits. Alors là, tout à l'heure, André nous avait dit qu'ils avaient commencé au début, combien tu disais, 7 personnes? 7 paniers, ouais. 7 paniers. Eh oui. Donc ça, moi, je trouve ça très encourageant parce que j'ai lu aussi sur Internet que à 7, on commence une AMAP, et des petits revenus, des petites oui. quantités, et on monte en régime progressivement en autofinancement. Après, faut Donc pas ça, être… tu confirmes, André? Oui, après, si tu veux, il faut avoir aussi un niveau de vie très, très bas, quoi, tu vois. C'est-à-dire, il faut pas avoir des grosses exigences, quoi. Moi, Modeste, ouais. moi, j'ai Oui, tout misé sur ça, donc c'est vrai. Et puis, faut dire que toute l'année 2016, moi, je faisais le marché au poisson le matin jusqu'à 13h. Et à 13h, je repartais au champ, préparer les champs jusqu'à 21h. Et j'ai fait ça pendant 8 mois, tu vois. Ça a été l'enfer physiquement, tu vois. Mais ça valait le coup parce que la passion était là, quoi. Et ça a marché. Mais les premières années, c'est pas facile, quoi. Il faut tenir, il faut tenir. 7 paniers, tu ne bouffes pas, quoi, tous les mois. Surtout quand il faut investir un petit peu. Mais si tu arrives à bien caler ton niveau de vie, tes exigences et tout ça, et ton temps de travail, ça peut passer. Mais c'est très technique. Moi, je voulais rajouter aussi, c'est que le fait d'être en AMAP te demande un très, très haut niveau de technicité au niveau de la production. bien sûr. Parce qu'il faut Bien savoir Bien sûr. quasiment tout faire. Et nous, de l'avoir rajouté en agroécologie, ça a été encore une prouesse de plus parce que on n'avait pas de recul sur comment allaient se comporter les sols, comment l'activité biologique allait revenir et tout ça. Et donc, franchement, ça, c'est quand je vois les jeunes qui veulent s'installer, parce que j'ai quand même pas mal de stagiaires qui viennent des CFPPA et tout ça. Oui. D'ailleurs, je vois beaucoup d'échecs, malheureusement, sur les installations. Il y a très, C'est très vrai. peu qui s'installent parce qu'il y a un niveau d'exigence de technicité qui est très, très, très important. Et derrière aussi, moi, j'arrête pas de le dire, le métier agricole le plus dur au monde, c'est maraîcher diversifié. Voilà, ça, C'est vrai. c'est clair et net. Un céréalier va se semer, hop, il reviendra à la moisson. Nous, La vigne, il faut c'est qu'on y très revienne tous les saisonnier jours, quoi. aussi. La vigne, c'est très saisonnier aussi. C'est Voilà. vrai ce que tu dis. C'est très difficile. Mais Faut Alors pas… j'ai vu André que sur une des photos, il y avait un homme qui proposait des œufs. Alors est-ce que ça veut dire que les paniers sont fournis avec des poules, vous avez de la volaille, de l'œuf, comment ça se passe? En fait, si tu veux, quand tu veux venir à la MAP, tu as un contrat principal qui est le contrat légumes, tu vois. Et puis, on appelle les autres, c'est des contrats annexes où tu peux avoir tes œufs, ta volaille, ta viande porcine, ta bière, ton vin, ton miel. D'accord, Voilà, d'accord. tu vois. On Même peut jusqu'au même avoir le savon, on a pain. fait l'année dernière parce que les artisans qui étaient plutôt cool et de ça, qui travaillaient vraiment propre, tu vois, ils sont venus, quoi. Donc, D'accord. voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. notre producteur d'œufs, et vraiment, ça marche bien, son travail, grâce aux AMAP. Et il avait des volailles aussi. Et son beau-fils a quitté son métier. Et son beau-fils s'occupe des volailles. Donc, on a aussi une fois par mois une volaille. À chaque fois, c'est un producteur. À chaque fois, on soutient une ferme, un producteur. C'est ça que le consommateur doit savoir. C'est vraiment, à chaque fois, c'est du soutien. Oui, ce qu'il faut se dire aussi par rapport au prix, bon, on n'est jamais paysan pour gagner de l'argent. Ça, c'est de tous les temps. On n'est pas paysan pour gagner de l'argent, mais voilà, il faut en vivre quand même. Et c'est vrai qu'on a tous commencé avec peu. Et à chaque fois qu'on a transmis à des jeunes qui veulent s'installer, c'est très, très difficile. Et on a toujours compris qu'ils ne voulaient pas un prix même juste,
parce qu'ils ont besoin de savoir s'ils sont capables de produire. Il y a tout ça, il faut en tenir compte aussi. Donc, on a accepté qu'un jeune producteur s'installe effectivement, mais c'est là qu'on a conseillé, on a orienté le consommateur vers le souci à la fin de l'année de faire un bilan. Est-ce que tu en as vécu? Évidemment, il n'en a pas vécu avec 1500 € par mois, même pas, c'était 500 € par mois quelquefois. Et c'est le consommateur qui lui-même dit, bon, alors refais ton calcul et on est prêt, évidemment, sinon il va disparaître. Donc, il y a vraiment une interaction, mais le démarrage est quand même très difficile chez les jeunes. Il manque la technicité, hein, comme tu disais, c'est quand même, c'est quand même important. C'est d'où l'accompagnement avec un producteur déjà installé qui doit accompagner la création de la MAP. Alors, si on compte un panier moyen à 25 € fois 100, ça fait 2500 € par semaine. Donc, fois 4, ça fait 10 000 € de chiffre d'affaires pour la ferme, c'est ça? Sur un mois, sur une centaine de paniers, sans famille? Moi, je compte pas ça. On compte pas comme ça. Comment ça se passe Oui. C'est pas à la semaine, le panier? Non, c'est l'engagement à l'année. Chez nous, c'est à l'année. D'accord. Voilà, les chèques sont déposés. On a notre comptable qui, tous les débuts de mois, encaisse les chèques dont c'est mensualisé. Et la mensualité. Voilà, la plupart des gens font la mensualité. C'est mensualisé, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est pas hebdomadaire, c'est mensualisé. Non, le panier est hebdomadaire, il peut être en quinzaine, pour ceux qui sont seuls, il peut être en quinzaine, mais quand ils sont en quinzaine, il nous faut un autre AMAPien pour combler. Notre unité, nous, c'est un panier par semaine. Si il vient tous les 15 jours, il nous fera 2 AMAPiens. Mais notre calcul est basé sur un panier par semaine. Est-ce qu'il y a une sorte de système de parrainage de paysan à paysan? Un nouveau paysan veut rentrer en AMAP, est-ce qu'un paysan qui a fait visiter peut parrainer le nouveau pour le guider? C'est ça, c'est ce qu'on a mis en place dès le début. C'est un parrainage, oui, c'est un parrainage. Et aujourd'hui, il y a dans de nombreuses régions, on n'était jamais venu au PO, en Pyrénées-Orientales, mais dans de nombreuses régions, il y a maintenant, à partir du premier transfert qu'on a fait, il y a tout ce qu'il faut en termes de paysans et de coordinateurs, de consommateurs aussi. AMAPiens coordinateurs sont capables d'accompagner, de parrainer. Il faut les deux, c'est aussi bien. Bien sûr, le travail du paysan revient au parrain paysan, mais avec toujours en présence d'un consommateur, hein, d'un coordinateur qui va, lui, guider la partie fonctionnement de la distribution. Et toutes les bases aussi éthiques qui marche aussi bien côté consommateur que côté producteur. Il y a quand même un fond d'éthique important à respecter. J'ai eu des questions cet après-midi de nos amis qui sont sur la Corse et qui nous ont demandé de poser cette question de comment arriver à stimuler les ménages qui participent aux AMAP et qui ont des enfants, avec le fait qu'en hiver, on a tout le temps le panier avec les poireaux et les patates. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à stabiliser cette relation du fait, par exemple en Corse, il y a des AMAP qui ont démarré, puis ça n'a pas tenu dans la durée, par le fait que les familles, elles picorent à droite, à gauche, elles retournent à la grande consommation. Oui, c'est des familles capricieuses. Moi, j'appelle ça des familles capricieuses, mais c'est sûr que ça ne fait pas vivre une AMAP. Mais bon, c'est plus un problème quand on explique. Moi, je communique beaucoup. Il y a au moins une lettre par mois. On communique sur la saison, voilà, le produit de saison. Moi, quand quelqu'un vient s'inscrire, je lui dis, quand on plante les courgettes, quand elles produisent, vous aurez la première semaine, vous pouvez avoir une courgette dans le panier. Mais vous allez en avoir pendant 3 mois. Vous allez avoir une douzaine de courgettes quand on est au pic, et puis ça va diminuer.
Mais évidemment, chaque semaine, il y aura le panier. Il faut commencer et finir la production. Je ne sais pas, peut-être la proximité du jardin fait comprendre aux gens qu'une production, ça se consomme du début à la fin. L'histoire de toujours des blettes ou toujours… Bon, évidemment, nous, on varie suffisamment, mais il faut utiliser le produit du début jusqu'à la fin. Il est hors de question de ne pas ramasser parce que la semaine dernière, ils en ont eu. Ce n'est pas possible. On vit avec les saisons, c'est sûr. Mais c'est tu valable pour André. la famille qui a un potager. Oui. Est-ce qu'André, tu as ce problème, toi, de gens qui… Ben moi, cette année, ils ont la chance que les blettes, elles ont été bouffées par les chenilles. Après, c'est vrai, comme tu dis, il y en a qui sont un peu capricieux. Oui. Alors moi, De moins en moins. depuis le début, je suis assez dur parfois avec les amapiens. Donc, pour me préserver, on va dire, hein, parce que, comme tu dis, les charges mentales, des fois, elles sont un peu lourdes, quoi. Ouais. Et surtout qu'on va retenir surtout la réflexion d'un amapien parmi des tas de gens super sympas. C'est ça. Et tu vois, là, nous, on a sorti une gazette de la map qu'une amapienne a fait. Elle m'a fait une interview. Moi, je parlais vraiment avec le cœur et de ça. L'interview, il est sur un QR code et les gens peuvent flasher, écouter le QR code. Et donc, avant que sorte cette gazette, 3 semaines avant, là, il y a un produit qu'on appelle les padrones là, chez nous. En fin de saison, des fois, il commence à être piquant, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, bon, c'est pas méchant non plus, quoi. Et j'ai réflexionné en amapien, il m'envoie un SMS. Je trouve, bon, sa question un peu chiante. Ça dépend à quel moment elle arrive. En plus, que si tu es vraiment fatigué, ça peut des fois te mettre un peu hors de toi. Quand tu sais que tu as fait des paniers fantastiques le soir même et qu'on vient un peu t'embêter pour 2 poivrons piquants, donc tu te dis c'est un peu exagéré. Et puis, il a écouté cette interview et il m'a renvoyé un message la semaine dernière en me disant « Je peux comprendre que ma question était complètement obsolète quand je vois comment tu te décarcasses et j'ai entendu un peu la complexité, la fatigue de ton métier, quoi. » Et ça, c'est important de communiquer. Et puis, il y en a qui sont complètement hermétiques et on ne peut rien y faire, hein. Après, il y en a qui, La MAP effectivement, ne je leur fais convient pas à tout le comprendre que monde. je veux Hein. qu'ils retournent au Biocop, quoi, qu'ils ne viennent pas me prendre la tête dans mon AMAP, quoi. Donc, Pour parce qu'on est revenir obligé à de la… faire le tri un peu des fois. C'est comme ça. On crée une AMAP avec des gens qui correspondent aussi. Voilà. Pour Ouais. répondre aux gens de Corse, enfin, ça a un rapport avec cette question-là. Au début, hein, après, il ne faut plus le faire parce qu'on se prend trop de coups dans le moral, comme tu disais. Mais au début, on pose la question une fois par an aux gens de répondre sur le produit, bien, trop ou pas assez, pour chaque produit, bien, trop ou pas assez. Au début, c'est normal, on a besoin, bon, mais il ne faut pas le faire longtemps parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie un peu de se défouler et il peut y en avoir qu'une, comme tu dis, ça peut nous marquer. Ça peut faire très mal, les réflexions. Alors, on en fait 2, 3 ans. Nous, on l'a fait 4 ans au début, parce que c'était les premières. Voilà, cette évaluation, bien trop pas assez. Mais bon, après, on fait pas vraiment de grosses fautes. Après, on sait combien maintenant. La question ne se pose plus hein, sur ce que plante Daniel, s'il en plante trop ou pas assez. C'est pas la question. Mais dire qu'on peut pas en mettre chaque semaine, ça c'est pas possible, quoi. Voilà, la production. Mais bon, on mange du pain tous les jours, on boit de l'eau tous les jours. C'est un peu pareil pour les légumes. Et Bien. encore, on diversifie suffisamment. Hein. Moi, je vois chez nous, on est en Limousin et François plante et puis des fois on a plein de choses et j'ai oh là là, ça me stresse d'avoir trop de trop de choses. Puis finalement, ben, je me débrouille, je fais des confitures, je fais des bocaux, je fais des conserves. Un coup, c'est en béchamel, un coup, c'est au four. Et donc, je pense que dans ces cas-là, la pédagogie, l'explication et puis prévenir qu'il va y avoir… Le mental, il aime bien être prévenu. Et donc, dire, bah oui, on va avoir des courgettes là pendant un moment, ok. Vous pouvez faire plusieurs recettes. Donc, c'est mieux accepté.
Bon ben là, je pense qu'on a bien cerné la map avec cette expérience que les Vuillons ont menée en premier en France et surtout ont soutenu l'essaimage. Et puis la dynamique que crée André en nous montrant qu'il a pris des risques du fait de la technicité, d'allier la technicité, la diversité, le travail, motiver les gens, enfin tout mener de front, donc c'est faisable. Il a la passion. Et donc, on invite donc les gens qui vont écouter cette retransmission ensuite à se lancer, pourquoi pas, parce que ça reconnecte vraiment le mangeur avec le producteur. Et c'est indispensable hein, si on veut retrouver une certaine autonomie sur les territoires. Les légumes, les maraîchages nous apportent les sels minéraux, les vitamines, les produits frais, la convivialité, la santé, le fait que on consomme plus de produits chimiques et avec ça, on a cette liberté d'action qui est magnifique. C'est universel. Moi, je retiens que c'est universel comme principe et comme concept, puisque dans différents pays, ça se développe. Et j'encourage vraiment un développement de cette nature-là, quitte à accompagner même des futurs amapiens à soutenir vraiment avec concrètement, physiquement, dans l'organisation, dans l'information, les jeunes qui veulent se lancer pour qu'ils ne se sentent pas seuls et à ce moment-là qu'ils sont accompagnés, soutenus et voilà, ça rétablit ces liens entre mangeurs et producteurs pour se mettre en route sur l'autonomie alimentaire. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup et bien heureuse de vous avoir entendu. Voilà, tout cet enregistrement sera en ligne hein, et on pourra le redécouvrir sur la chaîne YouTube de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Très bien, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.